Merci beaucoup. Alors maintenant, on va aborder une autre filière qui est la filière du cheval, qui va donc nous être présentée par Sophie. Et donc là, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de la sélection sous l'angle productif, au sens économique du terme. Alors même si le cheval a été un animal de travail dans le temps passé, aujourd'hui c'est un animal productif, mais dans le sens hédoniste, j'allais dire, dans le sens d'animal de loisir et de sport. Et je pense que tu vas nous présenter donc toutes les activités de l'Institut français du cheval et de l'équitation en matière de génétique. Merci de m'avoir donné l'occasion de présenter effectivement la filière équine. Qui présente certes quelques particularités par rapport à vos filières de production, mais malgré tout quand même, qui on va le voir, je vais essayer de vous le présenter assez rapidement, est une filière très disparate et qui génère aussi des flux financiers non négligeables. Et d'où l'importance de s'intéresser à la sélection également de cette espèce, de ces espèces, puisqu'on a la particularité de recouvrir l'espèce équine et l'espèce asine. Alors, les équidés, comment sont-ils valorisés ? En fait, dans des activités qui sont très variées. C'est ce qui en fait aussi toute la difficulté sur le plan génétique, mais également toute sa richesse sur le plan des ressources zoogénétiques. Donc, on la sépare généralement en trois grands secteurs. Le secteur du sport et des loisirs, où là, effectivement, la filière un peu plus hédoniste dont parlait Thomas tout à l'heure. Le secteur aussi des courses épiques, qui est quand même un secteur non négligeable, avec la particularité d'être le support des paris, et donc qui génère effectivement des flux financiers qui sont considérables. Et la production de viande, qui malheureusement au fil du temps est une filière qui s'érode et sur laquelle on essaye de porter quand même notre attention pour éviter sa disparition, parce que ça serait quand même avec des conséquences très importantes. D'une part sur les filières qui sont les filières territoriales des races locales, mais aussi, puisque la viande, c'est pas la peine de se voiler la face, et aussi dans certains cas un sous-produit des filières, notamment de la filière course. Alors je citais quand même à titre indicatif quelques marchés qui sont ce qu'on va plus qualifier de marchés de niche, avec le lait de jument ou le lait d'ânesse, l'utilisation des équidés dans les travaux agricoles. Alors certes, on sait très bien qu'on ne pourra jamais remplacer à nouveau le tracteur par des équidés, mais malgré tout, dans certaines productions très localisées, ou voire tournées aussi vers l'agriculture biologique, le cheval est un atout qui est parfois mis en avant pour ce type de production. Alors, je voulais quand même vous resituer justement quelques chiffres clés pour bien montrer l'importance non négligeable, même si on n'atteint pas bien évidemment les flux que l'on peut avoir dans la filière bovine, par exemple. Mais on a malgré tout, on dénombre actuellement un peu plus d'1 million d'équidés sur le territoire français, qui génèrent malgré tout 11 milliards de flux financiers, dont plus de 95%, 9 milliards 7, sont générés par les courses hippiques. Donc ça, c'est un secteur important, d'où les enjeux que l'on peut avoir aussi. On a entendu pas mal dans les exposés précédents parler de l'importance de prendre en compte le bien-être animal. Alors bien évidemment, dans les filières courses et dans toutes les autres filières, c'est aussi un sujet fondamental, car la survie, évidemment, de nos productions en dépend directement. Alors, la filière sport représente 1 milliard de flux financiers et on constate qu'effectivement, chez nous, la filière viande ne représente que 147 millions d'euros de flux financiers. Alors la répartition des races, c'est finalement 75% des élevages qui sont plutôt destinés au sport et au loisir. L'autre grosse particularité que je vous ai remise ici, c'est que les 3/4 finalement des élevages sont détenus par ce que l'on pourrait qualifier des amateurs, c'est-à-dire qui ne mettent que 1 ou 2 juments à la reproduction annuellement. Ça, c'est
très important parce qu'on a du coup une filière qui finalement a beaucoup plus de mal que vos filières des animaux de rente à s'organiser autour de professionnels, d'où l'importance de notre institut qui est vraiment au service de l'élevage. Alors les acteurs, un petit peu plus rentrés dans le détail des acteurs de la génétique et de la sélection, je ne vais pas vous redonner tout le détail du schéma, j'allais dire un peu classique, de la sélection animale depuis la mise en place du RZUE, mais chez les équidés, nous avons actuellement 43 organismes de sélection qui ont été agréés par le ministère de l'Agriculture et 12 races qui n'ont pas d'OS agréé, mais qui sont malgré tout gérées en France et dont le rôle est assuré directement par l'IFCE. Donc on arrive aux 54 races dont parlait le président Chauvel tout à l'heure. La particularité, c'est que toutes ces races ne sont pas des races françaises, c'est-à-dire que parmi les 50 et quelques races, on en a une trentaine qui sont réellement des ressources zoogénétiques françaises, dont les 25 races de territoire, les 2 races de sport, de poney, de sel français et de poney de sport, et le trotteur français, donc qui est vraiment une spécificité française. Après, on a aussi 2 grandes races internationales que sont le cheval arabe, donc qui est utilisé pour les courses d'endurance, et le cheval pur sang, qui est utilisé pour les courses au galop. Les autres particularités, c'est qu'on a un institut qui est entièrement dédié à la filière équine, qui est l'IFCE, donc que je représente aujourd'hui. La particularité de l'IFCE, et ça c'est aussi une grosse particularité de la filière équine, c'est qu'on a une base de données centralisée qui est gérée depuis les années 70 et qui finalement s'est développée et aujourd'hui gère l'intégralité de tous les équidés présents sur le territoire français. Donc finalement, on a depuis plus de 50 ans une base de données qui est entièrement dédiée à la filière équine. L'autre particularité, c'est que notre établissement public administratif, qui est l'IFCE, est aussi reconnu depuis maintenant 3-4 ans comme Institut technique agricole. Donc ça, c'est évidemment une grosse force parce que ça nous permet d'être adhérents de l'ACTA et de bénéficier aussi en termes de R&D, de toute la transversalité qu'on peut avoir avec les autres espèces. Et ensuite, plus spécifiquement en ce qui concerne la génétique, nous avons 2 partenaires privilégiés au niveau de l'indexation, que sont l'INRAE, puisque nous avons une convention évidemment pour la gestion de l'indexation routine avec le CTIG du Gouyen-Josas, et notre partenaire qui est l'IDEL, qui maintenant depuis 4-5 ans assure les calculs en routine de l'indexation génétique. Alors, je vais refaire un petit focus sur la base de données centralisée. Le CIR, c'est fondamental pour nous parce qu'aujourd'hui, on va voir que toute la structuration finalement de l'organisation des données zootechniques se font autour de cette base de données centralisée. Donc, c'est la base de données unique qui référence les données relatives aux équidés, qui gère notamment l'état civil des équidés, la certification, enfin l'identification, la certification des origines et les contrôles de filiation. Et on va voir l'importance que l'on prévoit autour de ces contrôles de filiation du déploiement de la génomique par derrière. La tenue évidemment des livres généalogiques et la gestion des appellations raciales. Donc tout est centralisé au niveau du CIR, ce qui fait que comme nous avons quand même encore pas mal de croisements entre les races, certaines races sont facteurs d'autres races, eh bien, on a la chance de pouvoir le gérer évidemment de façon centralisée grâce à la base CIR. Ce qui n'est pas le cas de certains de nos collègues européens où ils ont une gestion qui est individualisée par Studbook, ce qui des fois génère des problèmes de reconnaissance de certains reproducteurs au sein des Studbook. Et l'autre particularité, c'est que grâce à cette base, on a aussi réussi à développer finalement la diffusion de toute l'information zootechnique qui est utile aux OS
pour gérer leur race. Alors, j'ai pris à titre d'exemple quels sont les outils justement qui sont utilisés dans les différentes filières. Donc, j'ai pris un exemple dans la filière sport et un exemple dans la filière des races de travail. Donc, dans la filière sport, nous avons en routine des indices génétiques qui sont calculés notamment sur les aptitudes à la compétition équestre. Donc, les races françaises sont quand même très reconnues au niveau de la compétition en saut d'obstacles et en concours complet, qui sont quand même 2 disciplines majeures où les Français excellent régulièrement. Donc, on diffuse par l'IFCE individuellement pour tous les reproducteurs qui sont, même les individus, pas que les reproducteurs, mais tous les individus concernés, les résultats de cette indexation. Avec des comparaisons de façon à pouvoir resituer l'individu, ici par exemple en rouge, par rapport à la répartition des indices pour une année de performance donnée. Et on y trouve donc également, j'arrive pas bien à lire du coup les derniers. Ah oui, c'était les reproductions. Bon, là on a un petit peu de mal à lire ici, mais c'était là j'avais pris l'exemple d'un étalon. On a aussi toute la carrière de reproduction de l'étalon qui a été utilisé, donc ce qui permet aussi aux éleveurs de voir le nombre de saillies qui a pu être réalisé et surtout le nombre de produits qui ont pu être que l'on peut avoir. Donc ça donne quelques indications quand même sur l'utilisation du mâle et ses qualités en tant que reproducteur. Au niveau des OS, les OS souvent désirent aller plus loin. Alors, on leur apporte un soutien R&D pour la production de ces outils et après, ils assurent eux-mêmes des indices génétiques plus particuliers, liés notamment ici à ce que l'on appelle le modèle et les allures. Donc, on a parlé que finalement, ça m'a fait plaisir que dans toutes les espèces, on constate que le modèle reste quelque chose d'important. Donc, chez le cheval, on ne fait pas exception à la reste. Mais on a développé quand même beaucoup de critères aussi sur la locomotion des chevaux et sur leur aptitude au saut que l'on arrive à phénotyper précocement, donc là, à 3 ans. Et donc, on a du coup maintenant des indices génétiques qui ont pu être calculés et qui sont diffusés par l'organisme de sélection. En ce qui concerne les équidés de travail, on axe beaucoup plus sur évidemment la gestion de la diversité génétique, sachant que là, je l'ai montré sur les équidés de travail, mais finalement, ces données sont aussi accessibles sur toutes les autres races, y compris les trotteurs français, les races de course ou les races de sport. Donc, on indique, alors évidemment, l'intérêt d'avoir une base unique, c'est de pouvoir simultanément, finalement, faire ces calculs de façon très automatisée. Donc, ce qui permet de diffuser la consanguinité de l'individu, donc ici, qui a été évalué à 3,09%, que l'on compare pour le trait comtois ici à la moyenne observée dans la race de 39. Donc, on a un individu qui est plus consanguin que la moyenne de sa race. Et ce qui est intéressant aussi, qu'on a réussi à mettre en avant, c'est les profondeurs de génération, c'est-à-dire le nombre de générations qui sont connues. Parce que là, je vous ai mis un exemple dans une race où finalement on arrive maintenant à la 5e génération à avoir encore beaucoup d'informations. Ce n'est pas le cas de toutes les races, notamment des races qui sont gérées depuis beaucoup moins longtemps dans la Basse-Cyre, le Vercors de Barakan ou certaines races d'ânes, où là, il faut faire un peu plus attention à la manipulation de ces indicateurs si les profondeurs de génération, bien évidemment, sont encore trop faibles. Alors, on diffuse aussi également les ancêtres majeurs. Donc là, les ancêtres majeurs de la race et en étoile, je ne sais pas si vous le voyez bien, en orange, donc, les ancêtres majeurs chez cet individu en particulier, ce qui permet de montrer assez visuellement l'originalité génétique ou pas des éventuels reproducteurs. Et on diffuse également la composition raciale des races, de façon à voir si par rapport à l'objectif de la race, la pureté en quelque sorte, ou l'imprégnation d'éventuels autres reproducteurs.
Et là encore, chez les équidés de travail, on avait répondu à leur attente de leur fournir des éléments pour qu'ils puissent aller plus loin en fait dans les outils qu'ils mettent à disposition des éleveurs. Et du coup, la société des équidés de travail a développé un outil que l'on appelle Cupidon, enfin qu'ils appellent Cupidon, qui est accessible sur leur site internet et qui permet pour les adhérents de trouver le reproducteur, on va dire le plus original, en tous les cas celui qui est le plus intéressant pour le maintien de la diversité génétique, donc avec des pastilles assez simple à utiliser. Donc le reproducteur le plus recommandé apparaissant avec des pastilles vertes et puis les déconseillés avec des pastilles jaunes ou noires. Voilà. Donc on a quand même des outils qui sont assez performants et qui sont à disposition des éleveurs. Alors après, maintenant, là, tout ce que je vous ai présenté, vous l'avez vu par rapport à ce que vous pouvez déjà avoir développé dans d'autres races. On reste sur des outils finalement assez classiques de la génétique, mais on a quand même, bien évidemment, dans le souhait de pouvoir passer à des outils plus performants issus de la génomique. Et depuis un peu plus de 10 ans, on essaye en matière de R&D avoir des actions assez proactives pour justement offrir de nouvelles perspectives et puis pouvoir les déployer dès que la filière sera prête aussi pour ça. Alors, je voulais juste revenir un petit peu sur la particularité en tant qu'institut technique que l'on propose à la filière équine, c'est qu'on gère un conseil scientifique qui du coup permet d'aider les équipes de recherche sur toutes les thématiques qui travaillent sur le cheval et notamment, évidemment, on a été amené à aider la filière équine. Alors, on le fait en partenariat avec le fonds EPRON, qui est un organisme privé qui apporte à la R&D son soutien financier et qui se sert de notre conseil scientifique justement pour valider tous ces projets de recherche. Et donc là, ce que je vous ai mis, les chiffres, c'est tout le financement qui a pu être drainé grâce au ministère, grâce à l'IFCE, ministère de l'Agriculture, grâce à l'IFCE et grâce au fonds EPRON. Ces 10 dernières années, on a pu bénéficier de 2 millions d'euros sur des projets. Je vous ai mis les principaux ici pour vous montrer aussi qu'on a cherché, au travers de ces projets, à vraiment travailler sur tous les axes de la filière équine, pas seulement les axes dont les flux financiers sont les plus importants, mais également tous les autres secteurs. Donc en endurance, au trot, au saut d'obstacle, les poneys, le projet NASH, dont je vous redirai un petit mot tout à l'heure parce que c'est un projet qui est quand même assez porteur aussi d'innovation au niveau de la longévité des animaux. Le projet Génosport qui est pour essayer de passer justement à une indexation génomique en routine. Et enfin, le dernier qui vient d'être validé par le conseil scientifique qui justement va permettre de mieux gérer la diversité génétique des races de territoire. Et je vais essayer de faire un peu plus rapide. Alors voilà, donc tout ça pour, là je l'ai déjà largement dit, pour nous ouvrir des perspectives vers l'avenir et puis permettre aux OS de disposer de nouveaux outils. Juste un petit mot sur la commission génétique quand même, parce que c'est important. Donc nous sommes invités ici ce matin dans le cadre de la commission thématique ressources zoogénétiques. Je voulais juste dire un petit mot, parce qu'effectivement, les équidés ne font pas intégralement partie de cette commission, mais ont une commission génétique équinéasine qui est propre à la filière, qui lui permet de gérer ses spécificités, mais nous avons tenu quand même, donc avec France Agrimaire, à maintenir une forte transversalité avec cette commission, justement pour partager les réflexions exactement. Donc on fait partie des groupes de travail et Thomas est invité systématiquement à notre commission.
Et puis, donc, nous avons deux groupes de travail satellites, comme la CTIRZ a aussi des groupes de travail satellites. Donc, l'un sur la génétique des chevaux de sport et l'autre sur la génétique des équidés de travail. Quelle perspective? Donc là, je vais conclure un petit peu tout ça. C'est que ce que l'on espère au travers de tout ce que je viens de vous présenter, c'est réussir, bien évidemment, à valoriser rapidement tous les travaux, les résultats des travaux issus de la génomique. Pourquoi? Pour pouvoir bénéficier d'outils plus performants, pour répondre aussi à tous les enjeux sociétaux qui nous ont été posés. Et la filière équine, je vous rassure, ne fait pas exception à la règle. Hein. On est quand même pris de plein fouet aussi avec tous les problèmes que l'on rencontre au niveau du bien-être, au niveau de l'acceptation sociétale, hein, sur les courses hippiques, sur, si vous avez suivi les Jeux olympiques de l'été dernier, vous avez peut-être vu toutes les polémiques qu'il y avait autour du cheval de sport. Donc, on essaye vraiment de répondre au mieux à ces enjeux-là. Et le projet LIFE dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un projet justement qui est axé avec des technologies innovantes pour essayer de valoriser au mieux la longévité du cheval de sport. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui pouvait être recherché, notamment aux États-Unis, avoir des chevaux toujours plus précoces, on constate qu'en France, on a des chevaux qui sont certes plus tardifs, donc qui sont un peu plus longs à élever, mais qui, en termes de longévité, peuvent devenir très, très performants. Le prix d'Amérique avec les trotteurs, c'en est un bon exemple, hein, alors qu'on avait essayé de discréditer un peu le trotteur français en disant qu'il n'avait pas forcément les bons gènes pour aller vite. On constate malgré tout qu'il a d'autres particularités qui lui permettent d'avoir une longévité bien meilleure et de rester très performant au niveau des grandes échéances internationales. Voilà. L'importance, c'est aussi de pouvoir mutualiser tout cela et rendre accessible des nouveaux outils à tous les organismes de sélection. Voilà. J'ai été, j'espère, pas trop longue. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation, effectivement, qui témoigne de la coopération entre la CTI Zoogénétique France Agrimaire et la commission génétique Asine et Equine. Et on voit quand même qu'il y a des problématiques qui sont tout à fait communes, et c'est donc tout à fait légitime qu'on continue ce dialogue. Merci beaucoup. Alors, le temps a filé. Ce que je vais faire, je vais vous proposer de vous présenter très rapidement 3-4 diapos autour de l'export pour conclure cette matinée.